Et je vais essayer de faire une synthèse comme ça, provisoire, de ce que je vous ai dit. Et ensuite, on essaiera d'avoir quelques questions quand même, ça serait cool. Voilà. Comme on l'a vu, donc, on a eu des machines qui nous ont donné un pouvoir sur le monde, qui nous l'ont ouvert, qui nous l'ont filtré, et qui ont ensuite pris la place du monde. Le pire, donc, c'est que la technologie, elle est bien sûr autoproliférante, elle sature l'environnement. On a des machines pour fabriquer des machines, pour nous protéger des machines, pour piloter des machines, même pour détruire des machines. Alors, la machine, elle ne s'est pas retournée contre son créateur, comme on le voit en SF. Elle ne s'est pas révoltée comme dans Blade Runner. La machine, elle ne nous a pas éliminés, nous humains, à coup d'apocalypse nucléaire, comme dans Terminator, ou encore assassinés de façon glaciale, comme HAL dans 2001. Elle ne nous a pas encore soumis et fait de nous des piles biologiques, comme dans Matrix, pour nous alimenter en énergie. Elle a fait mieux en un sens, selon moi. Elle nous a hominisés continuellement, mais sans vraiment nous humaniser. Elle nous a donné le pouvoir, tout en nous retirant la puissance. Bien sûr, on continue à fabriquer des machines. Bien sûr, on est globalement maître de ces machines, mais on leur appartient plus qu'on ne les maîtrise. Et une fois fabriquée, c'est comme si la machine acquérait une sorte d'indépendance, une sorte d'étrangeté experte, telle que plus personne aujourd'hui est capable de comprendre comment fonctionne l'ordinateur ou comment, par quelle magie une onde Wi-Fi arrive à former des pixels et une image. Donc la machine, elle ne dépend plus de ce qu'on en fait, comme dans l'ancien paradigme des premières machines. C'est plutôt nous qui dépendons de ce qu'elle nous fait et ce qu'elle nous permet de faire. On lui a tout délégué, notre sécurité, notre confort, nos tâches répétitives et quotidiennes, nos déplacements, notre mémoire, on le voit avec Google, et notre cognition, nos flux de conscience, notre façon d'échanger et d'aimer, de travailler et de divertir, et même jusqu'à la liberté d'agir par nous-mêmes, c'est-à-dire notre puissance. Donc, quoi d'étonnant qu'il ne soit plus possible pour un ado de se construire hors des machines de leur propriété. Quel ado aujourd'hui se construit hors du portable, hors de l'Internet, hors du jeu vidéo ou hors des écrans? Quasiment personne. Moi, j'ai regardé les chiffres, là, j'étais juste halluciné. Je vous les donne comme ça à la volée. Un enfant américain de 13 à 18 ans, il passe 72 heures par semaine sur un média électronique. 72 heures par semaine, 10 heures par jour. En France, 95% des 12-25 ans sont connectés à Internet et 90% surfent tous les jours. 66% font partie d'un réseau social. 94% des 15-25 ans jouent aux jeux vidéo. Et le taux d'équipement des mobiles sur cette tranche d'âge, c'est 98%. D'accord? Donc on est dans un système totalement hégémonique qui est extrêmement, extrêmement fort. Je vais quand même mettre l'extrait de Matrix, parce que de Matrix, ça serait quand même dommage qu'on l'ait pas, sur la déconnexion, justement, de la fameuse matrice. Vous savez que Matrix, c'est quoi? C'est l'extrémisation de ce que je vous raconte là, c'est la machine monde, c'est-à-dire c'est une simulation neuronale. Vous savez, vous allez voir le film, je ne vais pas vous raconter ça, vous le connaissez déjà. Alors, extrait numéro 8, Matrix. Alors, extrait extrêmement célèbre aussi, pour ceux qui ont vu le film. C'est en plus l'extrait clé du film, c'est-à-dire que c'est le moment où, en ayant pris la pilule rouge, Neo, donc Keanu Reeves, le héros du film, décide d'apprendre la vérité et il se réveille dans la couveuse machinique, et il comprend qu'il est en fait une source d'énergie pour les machines, et que c'est son corps qui alimente comme une pile électrique, comme une biopile, comme ça, les machines, et il se déconnecte. Donc il se déconnecte de la matrice, c'est-à-dire qu'il se déconnecte de ce système neural qui lui recrée le monde autour de lui et qui lui fait croire qu'il vit dans une vie normale d'être humain, alors qu'en fait, il est prisonnier dans une couveuse et connecté à un monde virtuel. Bon, je ne vais pas faire c'est pareil, cet extrait, il est magnifique sur énormément de choses. Il montre à la fois la mort et la renaissance. C'est la mort au virtuel, c'est la mort à l'univers machinique avec toute la déconnexion. Et puis ensuite, la plongée à travers les eaux primordiales du fœtus, et puis la renaissance dans l'eau, c'est à la fois la mort, la renaissance, le baptême, et ensuite l'extraction comme ça vers la lumière, où on sort du tunnel, comme si on accouchait enfin dans la réalité. C'est magnifiquement fait, il y a des dimensions symboliques très liées évidemment au fœtus, à la couveuse, au liquide amniotique, au cordon ombilical, etc. Tout ça est magnifiquement fait. Il faut savoir en plus que, moi au début je croyais que c'était des images de synthèse qu'il y a derrière, c'est des vrais décors, quand on voit les bonus du film. Tout est fait en vrai décor. Keanu Reeves est vraiment dans un liquide comme ça, extrêmement sirupeux. Et ça donne une densité viscérale et organique au passage qui est magnifique. Moi, ça me fait penser à cette phrase de Nietzsche où il dit plus la vérité que tu veux enseigner est abstraite, plus il faut y amener les sens, quoi. Et en science-fiction, c'est une leçon extrêmement forte que moi j'essaie d'appliquer aussi dans mon travail, c'est que plus vous avez des concepts technologiques abstraits, plus il faut contrebalancer avec du viscéral, avec de l'organique, avec de la matière.
Et là, les frères Wachowski le font superbement. C'est vraiment un passage d'une grande beauté. Et ça clôt, je dirais, tout ce développement que j'ai fait sous la couveuse, l'utérus externe, sur la clairière. On est toujours dans cette même idée d'aménagement de l'espace et de couveuse. Alors je termine, on n'a plus que 5 minutes et ça tombe bien. J'ai intitulé cette dernière partie « Petit kit de résistance aux machinations en cours ». C'est simplement pour essayer de lever des questions, des interrogations par rapport à notre rapport à la machine. Comme je l'ai dit au départ, pour moi, une vraie éthique du rapport à la machine, ce ne serait pas de dire « je suis technoréac » ou « je suis technophile » ou « j'aime la techno » ou « je l'aime pas ». Ça serait de dire, dans chaque techno qui arrive, dans chaque techno qu'on nous propose, dans chaque machine qu'on nous met à disposition, est-ce que ça nous ouvre un monde ? Est-ce que ça nous déplie un monde? Ou est-ce qu'au contraire, ça nous limite et nous ferme un monde? D'accord? Donc ça se joue sur chaque technologie, sur chaque chose qui arrive. Et ça se joue, comme je l'ai dit, dans le rapport au monde, non pas dans l'usage de la technologie, mais dans le rapport au monde que la technologie amène. Donc comprendre ce qui est altéré ou reconstruit, ce qui est coupé ou tissé avec le monde. Donc premier type d'interrogation, il y en a 5 pour moi qui sont fondamentales. Interroger l'effacement du monde physique. Dans les technologies actuelles, on a un vrai effacement du sensuel, du corps. On a une prédominance très forte du visuel et du sonore, d'accord? Et on doit interroger, dans cet effacement du monde physique, le fait aussi qu'on est hyper protégé par nos enveloppes technologiques et qu'on perd la capacité de se composer avec l'extérieur. Je crois que l'espèce humaine, dans son développement, est devenue ce qu'elle est parce qu'elle se composait avec le dehors, parce qu'elle se composait avec l'animal, avec le froid, avec ce qui l'agressait, avec ce qui était difficile à maîtriser. Et aujourd'hui, on est dans un monde humain, trop humain, géré par les machines, on est dans ce techno-cocon, et cette espèce d'immunité que ça nous donne, ça nous rend inhumains, ça nous rend incapables de se composer avec l'extérieur, ou en tout cas on perd la capacité à se composer avec l'extérieur. Donc par exemple quand on me dit « ouais génial la réalité augmentée », moi je dis « la réalité augmentée, qu'est-ce qu'elle appauvrit quoi ?» La réalité augmentée c'est une sélection, c'est un cadre, qu'est-ce qu'elle appauvrit aussi dans notre rapport à l'étrangeté, au nouveau, au différent. Donc premier aspect, interroger l'effacement, cet effacement comme ça du monde physique. Deuxième aspect, interroger l'oubli du corps et la dévitalisation qui peut aller avec. Donc j'ai parlé de la sensualité, du toucher, de l'odeur et du goût qui disparaissent, même du thermique, hein, au profit de l'optique. Mais ce qui est super intéressant, c'est que moi, j'ai l'impression que l'homme atteint une sorte de stade de développement ultime qui est vraiment le largage du corps physique, quoi. On arrive à un stade où on dirait que l'homme a envie de se rapatrier dans son système nerveux central. C'est-à-dire la colonne vertébrale, le réseau de nerfs et de neurones, le cerveau, quoi. Et ça, c'est incroyable, la récurrence de ce thème dans les films de science-fiction. Dans tous les films de science-fiction, quasiment, on a ces plugs, vous voyez, sur le système nerveux central ou dans le névrax cervical sur la nuque. Alors, moi, j'ai fait un jeu vidéo où c'est pareil. On a toujours cette idée qu'on va connecter le monde virtuel directement sur nous et que l'être humain, il vaut uniquement par son réseau de nerfs et de neurones, par ce système nerveux central. Et qu'on veut tout rapatrier là-dedans. Et finalement, fuck the body, hein, on s'en fout. C'est pas forcément le plus important. Donc, ça, c'est interroger. Je trouve ça très, très intéressant. Interroger donc la dématérialisation que ça implique aussi. Ça c'est vraiment quelque chose que je veux montrer. Mes stades supérieurs, et ça c'est vraiment une réflexion plus récente, je trouve, c'est que non seulement on a délégué le corps et les actions du corps à la machine, non seulement par la loi du moindre effort, on a outillé nos paresses par la machine et fait que le corps il a très peu de choses à faire aujourd'hui. On monte même plus un escalier, on met un escalator et tout ce genre de choses. On prend la bagnole pour faire 200 mètres. Mais on délègue aussi aujourd'hui notre esprit et surtout nos capacités cognitives. Je crois que c'est Ariel Kirou, justement, qui a fait un livre sur Google là-dessus. Et bon, peut-être qu'il pourra en parler ou réagir aux conneries que je dis. Mais ce qui est pour moi intéressant, c'est qu'on est en train de déléguer la mémoire, on est en train de déléguer les capacités cognitives de base également à la machine. Par exemple, le sens de l'orientation. Moi, je me souviens d'une scène comme ça avec un ami, j'étais dans la rue, comme ça, c'était à Paris. Et il appelle, il dit, on se retrouve où, dans quel bar? Et le gars lui dit, bah, c'est le bar, je dis n'importe quoi, hein, c'est le Sherkan à rue Oberkampf. Alors, le pote, il fait, c'est où? Ouais, bon, écoute, envoie-moi par mail l'adresse, quoi. Et le gars lui envoie par mail l'adresse, il le rentre dans son iPhone, et avec l'iPhone, vous savez, vous avez une sorte de tom-tom, ça vous guide en tant que piéton en vous disant allez tout droit, tournez à droite au bout de 20 mètres, exactement comme un GPS. Et donc, il économisait la mémorisation de l'adresse, l'écoute orale et la transcription spatiale de cette adresse, et il économisait aussi le repérage dans l'espace et le sens d'orientation. Très bien, ça peut être sympa, ça peut être rigolo, ça peut être ludique, mais à force, c'est un peu comme quand on a décidé de prendre la voiture pour éviter de marcher. À force, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, il y a cette délégation, pour moi, après le corps, on est en train de déléguer une partie de l'esprit. Donc, il y a deux branches à ce moment-là, c'est que soit on garde le plus strictement humain, c'est-à-dire la création, et c'est génial, soit au contraire, on arrive à un stade de sous-homme où ni on utilisera notre corps, ni on utilisera notre sensualité,
ni on utilisera nos capacités cognitives, et on déléguera tout dans une sorte de sous-humanité aux capacités de la machine et au pouvoir donné par la machine sur ces choses-là. Voilà. Donc, interroger ça. Dernier stade, ouais, j'ai parlé de ça, interroger donc la dématérialisation, je l'ai dit, par rapport au lien et à la déconnexion. Moi, je trouve que c'est très intéressant de savoir réaccepter la déconnexion aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a cette très belle phrase de Miguel Benassayag, je ne sais pas si vous connaissez, psychanalyste et sociologue, que j'aime beaucoup, très engagé politiquement, c'est un gars qui a subi la dictature argentine et c'est un gars extrêmement intéressant. Il dit, très souvent, la seule façon de protéger et développer un lien avec quelqu'un passe par la possibilité de renoncer à la présence de l'autre, de renoncer à l'autre. Dans un certain isolement de communication, on protège et on développe paradoxalement les liens qui nous unissent à l'autre. C'est-à-dire que l'image mentale de l'autre, la présence de l'autre, son existence en nous, elle dépend du fait qu'on peut être déconnecté de lui. Elle dépend du fait qu'il ne peut pas nous appeler à chaque moment et qu'on ne peut pas l'appeler à chaque moment. C'est dans la rupture, c'est dans le trou, c'est dans cette brèche-là que tout d'un coup, l'amour se met à exister, l'amitié se met à exister et que l'autre prend une importance. Donc attention à la connexion fusionnelle maximale qu'on nous propose. C'est aussi une régression psychologique. Et il faut apprendre la coupure, la rupture, et apprendre à reconstruire l'image de l'autre et la présence de l'autre dans cette coupure et cette rupture. Gaffe aussi à la pharmacologie, que le remède soit pas aussi un poison. Et dernier truc, très rapidement, interroger notre devenir machine. La machine nous pousse, nous entraîne, nous embarque dans un devenir à elle, et c'est normal, il y a tellement de technologies autour de vous. Posez-vous la question toute simple, dans une journée, combien de minutes vous passez hors de la présence de la machine? Si vous avez un portable, par exemple, constamment, vous avez la présence de la machine. Quand vous baladez dans la rue, vous prenez un escalator, c'est la machine. Vous prenez une voiture, c'est la machine. Vous prenez le métro, c'est la machine. Vous regardez la télé, vous jouez aux jeux vidéo, c'est la machine. Vous divertissez avec la machine, vous travaillez avec la machine. À quel moment vous n'êtes pas en contact avec la machine? Quasiment tout le temps. Donc, elle crée un rythme, elle impose un rythme qui est son rythme à elle, et dans lequel on est bien obligé de se plier. Elle a ses propres synchronisations, elle a ses propres mécanismes asynchrones également. À nous de se battre et de se débrouiller là-dedans. Également interroger dans la machine cet idéal de continuité de service et de performance, c'est-à-dire l'instantanéité des choses, pourquoi faire, tout le fameux toujours maintenant, l'ubiquité, est-ce que c'est l'ubiquité, c'est pas être toujours ailleurs, au lieu d'être présent tout simplement ici et maintenant, la connexionique, être toujours connecté, qu'est-ce que ça veut dire? Interroger également la cognition mécanisée, les moteurs de recherche, la catégorisation de l'affectif, etc. Interroger également l'excès quantitatif d'infos, comme je l'avais dit. Bref, générer des coupures, chercher peut-être des zones, des dead spots, des zones de non-communication, et interroger également, ça je le dis pour les joueurs de jeux vidéo, interroger, et pour les cliqueurs frénétiques, interroger l'interaction. Qu'est-ce que c'est interagir par rapport à agir? Quand vous cliquez, quand vous enregistrez, quand vous downloadez, quand vous manipulez une manette de jeu, ok, vous interagissez, est-ce que c'est agir? Est-ce que vous n'êtes pas simplement dans une boucle stimule-réaction? Est-ce que vous n'êtes pas devenu vous-même une machine qui réagit à la vitesse de la lumière, aux inputs que suscite le jeu? Donc, et qu'est-ce que ça vous prive de faire, de penser, de créer, Également interroger le besoin de sécurité. On délègue la sécurité à la machine. Or, comme le dit Benassayag, c'est les liens. Dans un RER, pourquoi mettre des caméras? Si les gens étaient concernés par ce qui se passe, il n'y aurait pas besoin de caméras, il n'y aurait pas besoin de machines, on n'aurait pas besoin de déléguer à la machine la surveillance et la sécurité. Ensuite, terminer aussi par l'objectif de fiabilité, interroger la fiabilité. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que les machines soient fiables? Est-ce que ce qui est fécond, ce n'est pas l'erreur? Est-ce que l'avenir du terrorisme, ce n'est pas l'errorisme? Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé, ce truc-là. Est-ce que l'avenir du terrorisme, ce n'est pas l'errorisme? C'est-à-dire créer des erreurs système, créer des bugs, créer des coupures, interrompre ce champ continu de la machine. Est-ce que ce n'est pas ça qui deviendrait aujourd'hui intéressant pour recréer justement du lien et recréer des moments? Donc, hacker, pirater, saboter. Je crois que l'avenir est au hacker demain. Voilà. Et je termine sur une petite chose. Donc, voilà, donc c'est une liste peut-être un peu laborieuse, un peu fastidieuse, une liste à la Prévert, sans poésie, malheureusement, à la hâte et peut-être mal ficelée. Pour moi, aucune conférence, aucun mot d'ordre peut fermer un pareil sujet, c'est clair. Il reste ouvert et en cours, et il est entre nos mains. Il est entre nos mains individuellement, dans nos pratiques quotidiennes, mais il est entre nos mains aussi collectivement. C'est à nous de décider ce qu'on veut faire de notre humanité, comment on veut l'outiller, la prolonger, l'appauvrir en la déléguant à nos machines, ou la déployer grâce aux machines, parfois sans, parfois contre elles. Le piège de la machine, à mon sens, c'est la fascination du pouvoir augmenté. Mais ce qui compte, si l'on prétend à la grandeur d'être humain, ce n'est pas le pouvoir, c'est la puissance. C'est la puissance d'aller au bout de ce qu'on peut, par nos propres forces, directement et sans prothèse. Avec notre simple corps, notre chair sensible et vibrante, et notre étrange esprit, cette espèce de boule de neurones et d'indétermination
qui est la ruse inventée par la matière pour dépasser sa propre clôture et nous offrir le plus dérangeant des dons, à mon sens, qui est la liberté. Persévérer donc dans son être, dans son être humain, ou atteindre peut-être au surhomme, comme le suggérait Nietzsche, et comme Kubrick dans 2001 le montre à la fin du film. Parce que comme le disait Spinoza, et je finirai, je laisserai le dernier mot à Spinoza, on ne sait pas ce que peut un corps en tant qu'il serait vivant. Voilà, merci de votre écoute.